si cette manière d'envisager la pensée est incomplète parce qu'elle laisse de côté la vérité, elle peut être complétée en portant l'effort de la pensée non seulement sur ce qui est considéré comme faisant partie de la forme extérieure, mais aussi sur le contenu. Et l'on ne tarde pas à constater que ce qui, à la réflexion ordinaire et immédiate, apparaît comme un contenu dépourvu de forme, est en réalité loin de manquer de forme, de détermination en soi, car alors il équivaudrait au vide, à l'abstraction de la chose en soi, que ce contenu porte plutôt sa forme en lui-même, que c'est seulement grâce à elle qu'il est un contenu vivant et animé, que c'est la forme qui a pris l'apparence d'un contenu, alors que l'apparence d'une chose extérieure a cette apparence. Du fait de cette introduction du contenu dans la considération logique, celle-ci ne porte plus sur les objets, mais sur la chose elle-même, sur le concept des objets. Mais on peut encore rappeler à ce propos qu'il existe une quantité de concepts, une foule de choses. Nous avons déjà dit plus haut comment cette quantité peut être limitée. Nous avons montré notamment que le concept en tant qu'idée en général, en tant que le général tout court, constitue une abréviation résumant les détails des choses particulières, telles qu'elles se présentent dans leur pluralité, à l'intuition et à la représentation indéterminée. Mais d'autre part, un concept est en premier lieu le concept en soi, lequel n'est qu'un et constitue la base substantielle. En deuxième lieu, cependant, il est un concept défini ou précis, et c'est cette précision qui fait qu'il se manifeste en tant que contenu. Or, la précision du concept constitue la forme déterminante de cette unité substantielle, un moment de la forme en tant que totalité, un moment du concept lui-même qui forme la base des concepts précis. Ce concept base, qui n'est pas le produit de l'intuition ou de la représentation sensible, il est l'objet, le produit et le contenu de la pensée. Il est la chose en soi et pour soi, le logos, la raison de ce qui est, la vérité de ce qui porte le nom des choses. C'est le logos qui doit le moins être laissé en dehors de la science de la logique. On ne peut donc pas, à volonté, en écoutant que son bon plaisir, l'intégrer dans la science ou le laisser en dehors d'elle. Lorsqu'on considère les catégories qui ne sont que des formes extérieures, telles qu'elles sont vraiment en elles-mêmes, on ne peut que constater leur caractère fini et ce qu'il y a d'étranger dans leur devoir être pour soi et se rendre compte que c'est le concept qui constitue leur seule vérité. C'est pourquoi la science de la logique, en traitant des catégories qui hantent notre esprit, sans qu'il en ait conscience, auxquelles il obéit comme à des instincts et qui, lors même qu'elles s'introduisent dans le langage, sont considérées comme étant sans objet et ne méritant pas qu'on s'y arrête. C'est pourquoi, disons-nous, la science de la logique constitue également la reconstruction de celles d'entre elles qui sont relevées par la réflexion et fixées par elle comme des formes subjectives, extérieures au fond et au contenu. Il n'est pas d'objet qui puisse être présenté d'une façon aussi rigoureuse et avec une plasticité aussi immanente que le développement de la pensée dans ce qu'il a de nécessaire. Il n'est pas d'objet qui exige aussi impérieusement une pareille description. Aussi cette science devrait-elle sous ce rapport dépasser même la mathématique, car il n'est pas d'objet qui soit au même degré libre et indépendant. L'exécution d'un pareil projet exige, comme c'est le cas du déroulement des conséquences mathématiques, qu'à aucune des phases du développement ne survienne une catégorie ou une réflexion ne faisant pas strictement partie de cette phase et ne provenant pas de celle qui l'a précédée. Certes, il s'agit là d'une perfection abstraite à laquelle on doit en général renoncer, étant donné en effet que la science doit commencer par ce qui est purement simple, par conséquent par le plus général et le plus vide. La description ne devrait comporter justement que des expressions tout à fait simples, sans y ajouter un mot de plus. Ce qui devrait intervenir conformément à la nature même de la chose, ce sont des réflexions impliquant une négation et ayant pour but d'empêcher ou d'écarter tout ce que la représentation ou une pensée indisciplinée pourrait y introduire. Mais ces interventions dans la marche simple et immanente du développement sont en soi accidentelles, et les efforts pour les écarter sont eux-mêmes affectés de cette accidentalité. Il est d'ailleurs vain de vouloir parer à toutes ces interventions telles justement qu'elles se produisent en venant de l'intérieur, et ce qui serait considéré ici comme une source de satisfaction systématique serait tout au moins une satisfaction incomplète. Mais l'inquiétude et l'état de dispersion de notre conscience moderne nous obligent pour ainsi dire à tenir plus ou moins compte des premières réflexions et idées qui se présentent à l'esprit.
Or, un exposé plastique exige de la part de ceux auxquels il s'adresse le sens du plastique. Mais des jeunes gens et des hommes doués de ce sens du plastique, capables de renier leurs propres réflexions et idées, celles qu'une pensée présomptueuse et impatiente à faire prévaloir, bref, des jeunes gens et des hommes capables de s'intéresser uniquement à la chose, de la suivre en dehors de toute autre préoccupation, des auditeurs tels que les imagine Platon, ne sauraient figurer dans un dialogue moderne. Encore moins peut-on compter aujourd'hui sur des lecteurs pareils. Au contraire, je n'ai que trop souvent eu affaire à des adversaires incapables de faire cette simple réflexion que leurs idées et observations contiennent des catégories qui ne sont que des préconceptions ayant besoin d'être passées au crible de la critique avant qu'on puisse en faire usage. L'inconscience qui règne sous ce rapport est inimaginable. Elle est la cause du malentendu capital, de la mauvaise attitude. Indigne d'un homme cultivé, consiste à penser à propos d'une catégorie considérée à autre chose qui ne soit pas cette catégorie elle-même. Cette inconscience est d'autant plus injustifiable que cette autre chose représente d'autres catégories et concepts, et que dans un système de la logique, ces autres catégories doivent également avoir leur place et être considérées pour elles-mêmes. C'est ce qui caractérise d'une façon particulièrement frappante la plupart des objections et attaques dirigées contre les premiers concepts ou propositions de la logique, tels que l'être, le néant, le devenir. Cette dernière détermination simple en elle-même contenant, et c'est ce que révèle l'analyse la plus simple, les deux autres comme étant ces moments. Si l'on veut aller au fond des choses, il faut avant tout rechercher le commencement comme la base devant supporter tout le reste et ne pas aller plus loin avant de s'être assuré de la solidité de cette base. On rejettera au contraire tout le reste lorsque cette base se révélera fragile. En allant ainsi au fond des choses, on s'assure un grand avantage qui consiste à faciliter dans la plus grande mesure l'exercice de la pensée. En allant au fond des choses, on trouve tout le développement inclus dans ce germe, et tout est fait lorsqu'on est venu à bout de celui-ci, ce qui est le travail le plus facile, car il portera sur le simple lui-même. Le travail facile, disons-nous, travail indispensable, par lequel se recommande la profondeur satisfaite d'elle-même. Cette limitation au simple laisse toute la liberté à la spontanéité de la pensée, qui, au lieu de rester simple en soi, cherche à faire valoir ses propres réflexions. Avec la bonne intention de ne s'occuper avant tout que du principe, sans s'aventurer plus loin, cette profondeur aboutit à un résultat contraire, en faisant valoir d'autres catégories que celles que comporte le principe seul d'autres préoccupations et préjugés. Les préconceptions comme celles d'après lesquelles l'infini serait différent du fini, que le contenu serait autre chose que la forme, et l'intérieur autre chose que l'extérieur, que le médiatisé ne serait pas la même chose que l'immédiat, sont doctement enseignées comme si elles étaient ignorées et moins démontrées que racontées et affirmées avec assurance. Il y a dans cette manière de faire et de procéder quelque chose de niais, je ne trouve pas d'autre mot pour le caractériser. Elle est injustifiée puisqu'elle consiste à accepter comme démontré ce qui n'est que préconçu. Et ceux qui procèdent de la sorte montrent qu'ils ignorent que le besoin et la fonction de la pensée consistent justement à rechercher si le fini sans l'infini constitue quelque chose de vrai. De même, si une infinité abstraite, si un contenu sans forme et une forme sans contenu, si une intériorité en soi sans extériorité est une extériorité sans infériorité, intériorité correspondant à la vérité, à la réalité. Mais cette formation et l'éducation de la pensée susceptible de lui conférer un comportement plastique et de calmer l'impatience de la réflexion, prompte à faire intervenir ces trouvailles, ne peuvent être que l'aboutissement du développement tout entier de l'étude approfondie de toutes ces phases. À propos de l'exposé platonicien, on peut rappeler à ceux qui de nos jours travaillent à édifier une sorte de philosophie indépendante, la légende d'après laquelle Platon aurait remanié 7 fois ses livres sur la République. Ceci pour dire qu'une œuvre moderne qui, comme telle, est fondée sur un principe plus profond, se trouve en présence d'un objet plus difficile et de matériaux plus riches, doit être remanié non pas 7 fois, mais 77 fois, ce qui suppose que l'auteur puisse disposer de loisirs en conséquence.
Aussi l'auteur doit-il, en présence de la grandeur de la tâche, se contenter de ce qu'il a réussi à faire sous la pression des nécessités extérieures, malgré la dispersion, la grandeur et la multiplicité des intérêts de son temps, en se demandant même si les bruits et le bavardage assourdissant de ceux qui s'imaginent faire ou dire quelque chose d'utile, en se laissant griser par eux, laissent encore un peu de place au travail calme de la pensée qui ne recherche que la connaissance. Berlin, 7 novembre 1831. Concept général de la logique. Il n'est pas de science où le besoin de commencer sans réflexion préalable par la chose elle-même se fasse sentir d'une façon aussi impérieuse que dans la logique. Dans toutes les autres sciences, l'objet traité et la méthode scientifique sont distincts, de même que le contenu, au lieu de constituer un commencement absolu, dépend d'autres concepts et présente des rapports avec d'autres matières. Aussi est-il permis de ces sciences de ne parler que d'une façon lématique de leur objet et de leur rapport, d'appliquer sans plus des définitions connues et acceptées, et de se servir pour l'établissement de leurs concepts et principales déterminations des raisonnements ordinaires. La logique, au contraire, ne peut prendre pour point de départ aucune de ces formes de la réflexion, aucune de ces règles ou lois de la pensée, car ces formes, règles et lois font partie de son contenu et doivent trouver leur justification au sein de celui-ci. Font partie de ce contenu non seulement l'énoncé de la méthode scientifique, mais le concept même de la science, en général, qui constitue d'ailleurs son dernier aboutissement. Aussi ne peut-elle pas dire à l'avance ce qu'elle est, mais c'est seulement après l'avoir traitée à fond qu'on peut en prendre connaissance, cette connaissance constituant son dernier terme, son dernier achèvement. On peut en dire autant de son objet, c'est-à-dire de la pensée, ou plus précisément de la pensée conceptuelle, qui ne peut être traitée qu'à l'intérieur de la logique. Aussi cette introduction a-t-elle pour but non de fonder le concept de la logique ou de donner une justification scientifique de son contenu et de sa méthode, mais de présenter quelques éclaircissements et réflexions d'ordre historique et dialectique, susceptibles de faire ressortir le point de vue auquel cette science doit être envisagée. En disant de la logique qu'elle est la science de la pensée en général, on entend par là que cette pensée n'est que la forme pure et simple d'une connaissance, que la logique fait abstraction de tout contenu et que l'autre élément constitutif, faisant partie d'une connaissance, c'est-à-dire la matière, doit venir d'ailleurs et que par conséquent la logique, dont cette matière est tout à fait indépendante, ne peut donner que les conditions formelles de la connaissance véritable, et non la vérité réelle, pas plus qu'elle ne saurait être le chemin conduisant à cette vérité réelle, et cela justement parce que l'élément essentiel de la vérité, le contenu, se trouve en dehors d'elle. À cela, nous répondrons en premier lieu qu'il est inexact de dire que la logique fait abstraction de tout contenu, qu'elle n'enseigne que les règles de la pensée sans s'occuper de ce qui est pensé, sans tenir compte de sa nature, étant donné en effet que ce sont la pensée et les règles de la pensée qui constituent son objet. Ce sont l'une et les autres qui forment son contenu propre. Elle possède ainsi l'autre élément constitutif de la connaissance, à savoir la matière, dont la nature ne saurait la laisser indifférente. Mais d'autre part, et d'une façon générale, les représentations et idées sur lesquelles la logique avait reposé jusqu'à présent ont déjà disparu en partie. Quant aux autres, à celles qui restent, il est grand temps qu'elles disparaissent complètement, que le point de vue de cette science atteigne un niveau plus élevé et qu'elle revête un caractère tout à fait différent. Le concept de la logique en vigueur jusqu'ici repose sur la séparation faite une fois pour toutes par la conscience ordinaire entre le contenu de la connaissance et sa forme, ou entre la vérité et la certitude. On suppose d'une part que la matière de la connaissance existe comme un monde tout à fait achevé, en dehors de la pensée, que celle-ci est vide en soi, qu'elle vient en tant que forme s'appliquer extérieurement à cette matière, sans remplir et acquérir seulement ainsi un contenu et une connaissance réelle. En deuxième lieu, entre ces deux éléments constitutifs, car le rapport serait celui d'éléments constitutifs dont la connaissance se composerait, pour ainsi dire, mécaniquement, ou tout au plus chimiquement, il existe une hiérarchie telle que l'objet serait quelque chose d'achevé, d'accompli, qui, pour être réel, n'aurait pas besoin de la pensée, alors que la pensée serait quelque chose d'incomplet, qui, pour se compléter, aurait besoin d'une matière, et telle une forme molle, indéfinie, devrait s'adapter à la matière.
La vérité consisterait dans l'accord entre la pensée et l'objet, et pour que cet objet ait lieu, il faut que la pensée se plie, se conforme à l'objet. En troisième lieu, enfin, étant donné que la différence entre la matière et la forme, entre l'objet et la pensée ne doit pas être laissée dans cette nébuleuse d'indétermination, mais doit être conçue d'une façon précise, on est obligé de les considérer comme deux sphères distinctes. Ainsi, la pensée, en appréhendant et en formant la matière, en s'y adaptant, ne se dépasserait-elle pas elle-même? Elle ne se présenterait que comme sa propre modification sans devenir autre qu'elle-même, et l'objet de son côté resterait en tant que chose en soi au-delà de la pensée. Ces opinions sur les rapports entre le sujet et l'objet expriment les déterminations dont est faite la nature de notre conscience ordinaire, phénoménale, mais ces préjugés transférés dans la raison, comme si les mêmes rapports existaient dans celle-ci et étaient vrais en soi, deviennent des erreurs dont la philosophie constitue la réfutation, s'étendant à toutes les parties de l'univers spirituel et naturel, et dont il faut plutôt se libérer, car elle barre l'accès de la philosophie. L'ancienne métaphysique avait de la pensée une idée plus haute que celle qui accourt de nos jours. Celle-là partait de cette prémisse que tout ce que nous connaissons par la pensée sur les choses et concernant les choses constitue ce qu'elles ont de véritablement vrai. Elle concevait donc les choses non dans leur immédiateté, mais sous l'aspect de la pensée comme des choses pensées. Cette métaphysique estimait par conséquent que la pensée et les déterminations de la pensée, loin d'être étrangères à l'objet, constituent plutôt son essence, ou que les choses et les pensées des choses présentent une parenté qui trouve son expression dans notre langue, qu'il existe un accord entre la chose et la pensée, que la pensée dans ses déterminations immanentes et la nature véritable des choses ne forment qu'un seul et même contenu.